Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, au nom de la présidente de l'Université Sorbonne Paris-Nord, Nathalie Charnot, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. C'est un très grand plaisir d'inaugurer cette première session de conférence du Trophée Ex Machina, le premier thème à thème, le TAT. Ce TAT vient compléter le premier Trophée Ex Machina qui a été initié en janvier dernier, démontrant combien la formation, la recherche, l'innovation collective sont essentielles pour faire face aux enjeux immenses qui s'annoncent dans le domaine de la cybersécurité et de la gestion des crises. Nous avons choisi, dès la première édition, de réunir 5 formations différentes de l'Université Sorbonne Paris-Nord, parce que nous sommes une université pluridisciplinaire. Nous avions donc des étudiants du but réseau et télécommunications, en master droit, des activités numériques, en passant par l'école d'ingénieurs Sub Galilée, le but hygiène, sécurité, environnement et le master communication des entreprises, des institutions publiques et des associations. Soit près de 80 étudiants qui ont participé à cet exercice. Ensemble, ces parcours ont démontré toute la force de la pluridisciplinarité au service d'une même cause, préparer la société à répondre à des crises toujours plus complexes. Lorsque nous avons décidé avec Michel Séjean de créer cet événement, notre vision était claire, faire de Sorbonne Paris-Nord en matière de gestion de crise et de cybersécurité une référence. En associant formation initiale, recherche, innovation pédagogique et formation tout au long de la vie. Cette dynamique s'appuie sur plusieurs jalons décisifs. Tout d'abord, l'appel à manifestation d'intérêt Talcib, qui a en partie financé le thème. La création d'un nouveau parcours de but réseau et télécommunications en cybersécurité. La préparation d'un futur master par Michel, qui a obtenu un congé pour projet pédagogique d'1 an. Un master qui va être décliné en Erasmus Mundus au sein de notre alliance européenne Uninovis, avec nos 6 partenaires en Allemagne, en Italie, en Finlande, en Lituanie, en Espagne et en Albanie. Nous songeons aussi à l'élaboration de modules accessibles à la formation continue pour accompagner les salariés et responsables d'organisation. Notre prochaine édition aura lieu du 19 au 23 janvier et sera marquée par l'ouverture au national. Nous aurons le plaisir d'accueillir l'université pionnière en matière de cybersécurité avec l'université Bretagne Sud. Nous accueillerons également nos collègues de Paris 8, l'université de Caen et enfin l'université Gustave Eiffel avec son école d'ingénieurs. Notre stratégie, elle est structurée et soutenue depuis plus de 2 ans et demi par la gouvernance. Nos 2 présidences successives ont reconnu la portée de ce que nous portons depuis plusieurs années maintenant. Et on les en remercie grandement. Mais ce sont aussi des partenaires solides. Je pense notamment au commandement cyber qui est présent aujourd'hui. Merci Mathieu Rousseau d'être présent. Je tiens aussi à saluer les partenaires institutionnels et autres industriels, le CLUSIF, le Club de continuité d'activité, Orange Cyberdéfense, Women for Cyber, qui par leur engagement contribuent à ancrer ce projet dans la réalité des pratiques et des besoins. Le succès de cette première édition en janvier dernier du Trophée Ex Machina a démontré que nos étudiantes et nos étudiants, en venant d'horizons aussi divers que le droit, l'information, la communication, les télécommunications, l'informatique ou la prévention des risques, peuvent apprendre ensemble, acquérir de nouvelles compétences. Ils nous ont bien dit quand même qu'ils avaient passé la meilleure semaine de leur vie, et se confronter aux défis majeurs de notre temps. Dans un contexte mondial, vous le savez, marqué par des tensions politiques et internationales croissantes, il s'agit bien plus que d'un exercice. C'est une réponse académique et citoyenne à un enjeu de souveraineté. Par l'ampleur de ses moyens déployés, par la variété des formations impliquées et par la nature inédite de son exercice de gouvernance de gestion de crise, ce trophée constitue un cas unique en France et demain, nous sommes convaincus, en Europe. C'est dans ce contexte que nous avons le plaisir d'entendre dans quelques minutes Olivier Amand, dont les travaux sur la robustesse éclairent particulièrement notre thème. Avant de conclure, je voudrais, et de laisser à Michel le plaisir de lui aussi présenter Olivier Amand, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à celles et ceux qui, par leur expertise, leur engagement et leur soutien, rendent possible cette ambition. Merci Michel. Merci aussi notre premier vice-président Rochka Nawati, Anne Pelé,
Léa Darmon, notre vice-présidente des relations internationales, à tous les collègues impliqués, je ne vais pas tous les citer, ils sont fort nombreux, dont leur contribution discrète ou visible illustre ce travail collectif grâce auquel l'Université Sorbonne Paris-Nord peut affirmer aujourd'hui son rôle de pionnière. Je vous souhaite à toutes et à tous une session de conférences stimulante, riche d'échanges et de savoirs partagés et de perspectives ouvertes. Puissent ces moments nourrir notre réflexion et renforcer notre volonté commune de former les talents capables de relever l'un des défis les plus stratégiques de notre avenir collectif. Je vous en remercie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je suis Michel Séjean, je suis professeur de droit à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Je m'occupe de droit de la cybersécurité, mais aujourd'hui, j'ai beaucoup plus un poste qui me permet d'orchestrer un projet avec d'autres composantes qui ne sont pas du tout les miennes, avec lesquelles je n'aurais jamais pu travailler si je n'étais pas à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Nous avons gagné une somme d'argent pour le plan de relance il y a quelques années, pour inventer les métiers de demain en matière de cybersécurité. En 2015, personne ne savait ce que c'était qu'un délégué à la protection des données, parce que le RGPD n'était pas sorti. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'un délégué à la protection des données. Et on a exactement la même chose qui est en train de se produire aujourd'hui avec la gouvernance des crises systémiques. Les textes de l'Union européenne imposent aux entreprises d'être résilientes, c'est-à-dire de pouvoir continuer leur activité malgré une crise qui s'abat sur elles. Et comme c'est quelque chose qui est absolument obligatoire, il va falloir des métiers qui sachent orchestrer cela. Et en fait, ces métiers-là n'existent pas encore. Et c'est nous qui avons choisi de les créer. Alors, on ne sait pas comment ils vont s'appeler. Est-ce que ce sera des gouvernants de crise? Est-ce que ce sera des officiers de résilience? Est-ce que ce sera des commissaires à la gouvernance des risques et des crises? On ne sait pas, et peu importe. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que ça ne peut pas être uniquement un juriste, uniquement un ingénieur, uniquement quelqu'un qui fait du réseau et des télécommunications. Il faut qu'il y ait en fait une éducation à faire en sorte que quand la crise arrive, tout le monde sache se parler et coopérer. D'ailleurs, le trophée Ex Machina cette année, pour la deuxième année, il passe au national, vous le savez, eh bien, il est placé sous le signe de la coopération, grâce à un travail qui a été réalisé par Gwenaël et par Léa, qui ont réfléchi à la thématique qui pourrait nous aider à trouver ce qui nous caractérise le mieux, c'est la coopération. C'est la capacité à travailler entre plusieurs métiers différents pour que le jour de la crise, le juriste sache parler à l'informaticien, qu'il sache comprendre le communicant. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend où? Chez nous. Ça ne se découvre pas le jour de la crise. Alors, moi, j'étais en train de travailler sur ce projet parce que l'université m'a octroyé un soutien énorme. C'est marrant d'ailleurs, comme ce sont souvent les universités les plus mal dotées qui sont les plus généreuses en soutien. Ça doit être une question de gestion de l'abondance et de la pénurie, mais je pense que Olivier, tu nous en parleras tout à l'heure. Donc bref, j'étais en train de travailler sur ce projet. Et puis un dimanche matin, je mets Spotify et comme j'ai une sœur qui est libraire et qui travaille sur la circularité des idées, elle me dit, quelqu'un m'a dit, écoute Olivier Amand, donc elle m'envoie un lien Spotify d'un podcast suisse qui s'appelle Nouvelle Voix, VOIES, qui essaie de trouver des alternatives au monde auquel nous vivons. Et puis donc j'écoute, je suis saisie, comme vous le serez vous-même. Je ne vous en dis pas plus pour que vous ayez l'effet de surprise, mais bon, je suis saisie et je lui écris, 9h du matin. Et je lui dis, écoutez, c'est formidable, j'ai écouté votre podcast, il y a plein de choses qui m'ont parlé, moi je dois monter un master résilience, j'ai entendu plein de choses, la robustesse, c'est la capacité que le vivant a de se perpétuer malgré les fluctuations du monde et que ça se fait sur une série de contre-performances, l'hétérogénéité, la lenteur, l'incohérence. Je dis, d'ailleurs, on dirait une définition de la fac un peu, non mais, et donc je lui ai écrit et je lui dis, mais vous ne voudriez pas venir nous en parler? Et puis je vais me faire un café, je reviens, 9h30, Olivier me répond, 29 septembre, 11h, point d'interrogation. Moi, je dis, oui, enfin, absolument, merci beaucoup. Donc nous voilà, 29 septembre à 11h, pour commencer à faire en sorte que ce qu'on est en train de créer ensemble soit une discussion collective,
une discussion nationale, bientôt une discussion européenne. Il ne s'agit pas pour nous de créer un pré-carré dont nous chercherions à évincer la concurrence. Nous ne voulons pas être les seuls leaders en matière de robustesse, gouvernance des crises. Il faudrait que toutes les universités aient leur pôle. De même que dans chaque université, il y a une infirmerie, il faudrait que dans chaque université, il y ait un pôle de compétences sur la gouvernance des crises systémiques. Et donc, notre job, c'est de commencer à amorcer une conversation collective, faire en sorte que cette conversation collective infuse avant que le trophée Ex Machina ne se produise au mois de janvier, dans lequel, dans chaque équipe, vous aurez 5 métiers différents qui devront apprendre à collaborer ensemble, dans lequel le trophée n'est pas donné à l'équipe qui a gagné contre les autres, mais un trophée est donné à chaque équipe pour des caractéristiques de leur coopération. Donc on ne gagne pas contre les autres, on gagne contre la crise, on gagne contre soi-même. Toutes ces valeurs-là, je les ai retrouvées dans ce que Olivier a développé. Et non seulement il l'a développé, mais il l'a écrit. Et non seulement il l'a écrit, mais c'est en vente, en dessous, à la librairie Les Mots du Droit, les Mots Passants, pardon. Totalement lapsus. Les Mots Passants, c'est une librairie locale. Et les éditions Odile Jacob ont souhaité solliciter une librairie locale pour que cette librairie puisse être impliquée dans les événements qui font vivre le campus Condorcet. Donc Magali, qui est en bas, est la libraire. Elle a préparé une série de publications de Olivier Amand et parfois d'autres co-auteurs. N'hésitez pas à la sortie, à aller. Vous n'avez aucune obligation, bien entendu, mais en tout cas, c'est disponible. Et puis, vous le savez, il y aura une deuxième rencontre qui arrive de manière très rapprochée, qui est le 1er octobre, mercredi soir, chez AXA. Et avec AXA, on va parler du panorama des crises pour se préparer justement à comprendre comment un assureur vit cela et de manière encore plus intéressante, comment un assureur a envie de changer la manière dont il gère cette gouvernance des crises systémiques, parce qu'il voit bien que le modèle est arrivé à sa limite. Et donc on est en train, grâce à ton impulsion, grâce à tes recherches fondamentales, à changer la conversation qui nous donne à être dans le monde. Et donc pour toutes ces raisons, je suis tellement heureux que tu sois venu, Olivier, et tellement heureux que vous soyez là. Merci à vous. Et puis, Olivier, je te cède la parole. Merci, merci. Merci de l'accueil, ravi d'être là. Donc moi, je suis biologiste, donc voilà, une autre discipline sur la table. Je travaille sur le développement des plantes, mais je ne vais pas vous parler de mes recherches. Je vais plutôt vous parler de robustesse et donc plutôt prendre la casquette de l'Institut Michel Serres. Alors, je démarre avec cette photo-là, qui est vous voyez, un peu une photo de vacances, un peu, hein, mais en fait, ça, c'est ce qu'on a en tête quand on fait des projets. On pense que le monde est stable, et qui sera stable demain, et qui sera stable encore après-demain. Et s'il y a des petites vagues, c'est les petites vagues à la surface de la mer. Hein. Sauf que dans cette ville, juste le lendemain, eh ben, il peut se passer ça. Donc c'était Valence en Espagne en octobre 2024. 400 litres d'eau par mètre carré en quelques heures. Voilà, donc ça fait des très grosses inondations, des très gros dégâts. Et ben ça illustre très bien le monde dans lequel on est rentré. On est rentré dans le monde de la polycrise, où c'est pas seulement que le monde devient plus incertain, plus imprévisible, c'est aussi les valeurs aberrantes qui arrivent d'un seul coup. Donc ce qu'on prévoyait pour 2100, ça arrive voilà, en 2024. Donc ça c'est le monde fluctuant. Et donc on quitte le monde de la continuité pour rentrer dans le monde des ruptures. Et donc vous voyez que ça résonne très fort avec le trophée Ex Machina et tout ce qui se passe ici à Paris Nord. En fait, ce qui nous arrive, il ne va pas falloir juste avoir des nouvelles compétences techniques ou sociales, etc. C'est un tournant culturel. On est en train de changer de monde. On est en train de quitter le monde de la continuité pour entrer dans le monde des ruptures. Et alors, vous voyez, ça c'est une méga inondation. Évidemment, j'aurais pu mettre une cyberattaque. Hein, ça serait la même idée. Hein. C'est aussi une rupture. Et alors, il faut bien imaginer que ça ne s'arrête pas aux portes de l'université. Hein. Alors, dans l'histoire, il y a eu des cas où on a fermé les universités parce qu'elles n'avaient pas compris qu'on avait changé de monde. Et donc c'est notamment 1793, la Convention. Donc là, c'était à l'époque, hein, les universités étaient tournées vers la rhétorique, la théologie. Donc c'était un peu les universités de l'Ancien Régime qui étaient encore là. On les a fermées
toutes. Hein. Il y a eu un jour dans l'histoire de la France où on a fermé toutes les universités et on a réouvert des universités qui étaient tournées vers l'avenir. Donc c'est là qu'on a ouvert les grandes écoles, hein, tout ça, quoi. Donc c'est assez incroyable. Il y a aussi des sciences sociales, etc. Mais donc, alors là, c'est la Sorbonne. Hein. Donc les universités qui prennent le tournant de la rupture, du monde en rupture, ce seront des universités qui habiteront le XXIe siècle. Celles qui n'auront pas pris ce tournant-là vont disparaître, parce qu'elles ne sont plus alignées avec le monde qui vient. Donc en fait, voilà, vous êtes pile poil là où il faut. Alors on peut quand même, avant de rentrer là-dedans, pourquoi est-ce qu'on rentre dans la rupture? Pourquoi on est la génération qui fait l'expérience de la polycrise, de la permacrise, du monde VUCA, du monde banni, enfin tous ces mots-là hein, qui disent que ça va tanguer très fort. Alors si on doit trouver une cause, il y a un piège systémique hein, qui est là et qui tourne très fort en ce moment. C'est cette boucle, c'est une lecture, hein, mais à mon avis celle-là, il ne faut pas la rater. Donc on fait face à des crises, à des ruptures. Bon, ça a toujours existé, hein, il y a toujours eu des crises, mais en général, quand on a une crise, quand on a une rupture, ça déclenche le besoin de sécurité, le besoin de contrôle. Et ça, c'est tout à fait naturel, c'est un besoin primaire, le besoin de sécurité. Le problème, c'est qu'on répond aux besoins de sécurité en augmentant les performances. Donc on augmente l'efficacité et l'efficience de nos technologies, de nos collectifs, de nos organisations. On optimise, hein. On n'arrête pas d'optimiser. Chaque fois qu'il y a une crise, on optimise. C'est l'état efficace hein, en ce moment-là, hein, de Sébastien Lecornu. Hein. C'est exactement la même boucle. Et donc on arrive sur on augmente les performances. Quand on augmente les performances, donc efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible, quand on fait de la performance, on dissipe des ressources, on épuise les ressources. Et donc, en fait, quand on épuise les ressources, on génère la crise suivante. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans la polycrise. Les crises deviennent plus intenses et elles se rapprochent. C'est le produit d'un piège systémique, le piège de la performance. Alors, je n'ai pas besoin de trop illustrer pour vous le démontrer. Hein. Il suffit juste de regarder, d'écouter les médias, les infos. Mais là, je vous donne quelques exemples hein, de crises systémiques qui sont toutes des crises de la suroptimisation. Donc, à chaque fois, on a suroptimisé et ça a craqué. Donc c'est par exemple quand on a centralisé la production de moutarde au Canada, quand il y a une sécheresse au Canada, il n'y a plus de moutarde en France. C'est en 2022, hein, voilà. Le canal de Suez bloqué par un bateau, CrowdStrike, ça c'est une erreur de mise à jour et c'est tous les systèmes Windows du monde qui plantent. Je pourrais citer NotPetya, peut-être un peu plus sur la cybersécurité. 2017, la Russie qui envoie une cyberattaque sur l'Ukraine. Puisqu'il y a des VPN, du coup, le virus il sort d'Ukraine, il rentre au Danemark et il attaque Maersk, le premier transporteur maritime international. Maersk se fait cramer toutes ses données à Copenhague et dans les 150 centres mondiaux, ça aurait dû coûter 60 milliards de dollars. La perte, donc en fait Maersk aurait fait faillite, hein, pour le dire simplement. Pourquoi Maersk n'a pas fait faillite? Parce que le jour de l'infection, il y avait une panne d'électricité au Ghana. Donc il faut voir à quoi ça tient. Hein. Vous voyez, le monde suroptimisé comme il est fragile. Hein. Maintenant, c'est une panne d'électricité qui sauve les systèmes. Quoi. Donc voilà, donc optimiser fragilise. Donc ça, c'est vraiment, ça ne dépend pas du système, hein, c'est toujours vrai. Chaque fois qu'on augmente les performances, on fragilise. Donc dès que vous voyez le mot optimiser quelque part, hein, il faut allumer le gyrophare. Hein. Qu'est-ce que vous fragilisez? Et ça, c'est toujours vrai, hein, ça ne dépend pas du système. Alors, les effets rebonds, voilà, une autre critique de la performance, l'effet rebond, c'est quand on veut augmenter l'efficience énergétique, hein, notamment. Hein, donc c'est par exemple, vous savez, on fait des avions qui sont nettement plus sobres aujourd'hui, qui consomment moins de kérosène, mais ça crée des nouveaux besoins, ça permet le low cost, et donc ça consomme encore plus d'énergie. Donc c'est encore une fois, hein, c'est le piège de la performance, hein, ça crée des nouvelles crises, hein, tout ça. Alors là, je vous mets un exemple, hein, ça c'est plus universitaire, il y a des travaux de recherche pour rendre le palmier à huile plus performant. Qu'est-ce que ça crée? Voilà, de la déforestation. Alors qu'au départ, hein, on avait planté des palmiers à huile pour éviter la déforestation, parce que ça produit plus d'huile par mètre carré. Là, en fait, ça fait exactement le contraire. Ça, c'est le piège de la performance. C'est incroyable. Hein. On voit que ça ne marche pas, que c'est contre-productif, et on continue quand même. Et puis, une troisième critique de la performance, c'est la loi de Goodhart. Vous voyez quand même pas mal de critiques hein, sur la performance. Hein. On voit toujours que c'est quelque chose de très positif. La performance, finalement, on peut quand même assez rapidement la déminer. Hein. Donc la loi de Goodhart, elle dit quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Alors ça devrait être écrit sur les frontons de toutes les administrations. Ça, en fait, si on le dit d'une autre façon, hein, tout indicateur de performance est toxique. Parce que ce n'est pas tellement l'indicateur qui est toxique, hein, c'est le cerveau humain qui est face à un indicateur de performance. Il ne voit plus que l'indicateur de performance et il oublie tout le reste.
Ça pousse à la pensée réductionniste. Dès qu'on met un indicateur de performance, on réduit son monde. Vous savez, c'est l'adage zen, hein, celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. Ben, c'est ça, hein, la loi de Goodhart. Alors ici, il y a des exemples très clairs dans le monde de la recherche, dans le monde universitaire. Hein, quand on commence à tout baser sur des facteurs d'impact de journaux scientifiques, quand on commence à classer les universités avec le classement de Shanghai, eh ben voilà, ça produit des tas de choses, ça augmente la fraude scientifique, hein, évidemment, parce qu'on va pousser les gens à trop publier, trop vite. Pendant le Covid, hein, ça a été quand même un festival, hein, notamment. Bon, voilà. Et puis, en plus, ça fait de la science qui est de plus en plus incrémentale. Donc ça, je vous conseille de lire cet article, c'est Park et al. Dans Nature. Ce que vous avez sur l'axe des Y, c'est un indice de, disons, de disruption de la science, quoi. À quel point les articles changent le champ disciplinaire. Vous voyez que dans les années 50, il y avait peu d'articles, mais qui étaient très disruptifs, qui changeaient vraiment les champs disciplinaires. Et aujourd'hui, il y a énormément d'articles qui sont incrémentaux, qui ne font que ajouter une petite brique à la connaissance. Ben ça, c'est un produit de la loi de Goodhart. Et puis une quatrième critique, et je vais m'arrêter là, sur la critique de la performance, en fait, c'est la plus fondamentale. Hein. Quand on met l'accent sur la performance, donc somme de l'efficacité et de l'efficience, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible, c'est toujours une performance relative. Donc, en fait, on met toujours l'accent sur la compétition. Et ben, quand on met l'accent sur la compétition, il faut bien réfléchir, parce que qui gagne dans une compétition? C'est très simple. Ceux qui gagnent, ce sont toujours les plus violents. Et ça ne dépend pas du système, c'est toujours vrai. Dès qu'on met l'accent sur la performance, en fait, on met l'accent sur la violence. Alors vous allez me dire, c'est quand même un peu fort, quand même, parce qu'il y a de la performance partout. Est-ce qu'il y a vraiment de la violence partout? Oui, il y en a. Donc, par exemple, un pompier qui va au feu, il va être en compétition avec l'incendie, et ben, il sera violent avec son corps. Le sprinter qui fait son sprint de son 100 mètres en quelques secondes, il sera violent avec son corps. Donc ça marche toujours. Hein. Donc évidemment, à la mondialisation, voilà, c'est très général. Alors cette violence, en fait, c'est pas tellement ça le problème. Hein. Le problème, c'est qu'on est actuellement dans une culture de la performance. On fait de la performance du matin au soir. Et donc, la culture de la performance, c'est une culture de la violence. Contre les femmes, contre les enfants, contre les plus défavorisés, contre les écosystèmes. Et donc c'est ça notre culture. La culture de la performance a produit une culture de la violence. Alors cette culture de la violence, il faut vraiment être aveugle pour ne pas la voir. Tout simplement, quand on regarde nos écosystèmes, voilà, nos écosystèmes sont essorés par notre performance. Ils sont épuisés par notre performance. Si vous voulez, l'épidémie de burn-out des humains, c'est la partie émergée d'un burn-out planétaire. Burn-out social, burn-out du droit international et donc burn-out des écosystèmes. Et donc en fait, s'il y a un mot à retenir de toute cette crise socio-écologique, c'est le mot qui est rouge là. Nous rentrons dans le monde fluctuant. En fait, on rentre, ce monde de la polycrise, il vient pas de nulle part. C'est parce qu'on a tout épuisé, on a tout suroptimisé, donc tout devient fragile, y compris les écosystèmes. Enfin, juste un chiffre, en 50 ans, on a perdu 70% des animaux vertébrés sur les continents. En 50 ans. Si je vous disais qu'en 50 ans, on a perdu 70% des humains, ce serait choquant quand même. Et nous, les humains, on a fait ça pas pour une seule espèce, on a fait ça pour toutes les espèces d'animaux vertébrés. C'est d'une violence incroyable. Ça, c'est le monde de la performance. Juste pour vous donner un équivalent, la dernière fois qu'il y a eu une grande extinction sur Terre, c'était les dinosaures, la météorite qui est tombée là, il a fallu 33 000 ans pour que les dinosaures disparaissent. 33 000 ans. Là, on fait ça en moins d'un siècle. Donc, il faut quand même réaliser qu'on est 3 ordres de grandeur au-dessus. Donc, en fait, si je devais le résumer avec un graphe, la culture qui change, c'est celle-là. C'est qu'en fait, on est en train de quitter le monde stable pour entrer dans le monde instable, incertain, imprévisible, le monde fluctuant. Et donc, ce qui va guider nos choix, ce n'est plus la moyenne, mais c'est l'écart-type, voire même les valeurs aberrantes, les valeurs extrêmes. C'est ça qu'on va vraiment regarder en premier. C'est que vous vous occupez beaucoup moins de la moyenne quand ça tangue très fort. Quand vous êtes sur un bateau, ce n'est pas la moyenne qui compte, c'est la tempête. Donc c'est ça qui va nous occuper. Donc ça peut être un peu flippant, à vrai dire, parce que voilà, on est la première génération qui va dérailler de 10 000 ans de stabilité climatique. Donc on est vraiment dans des fluctuations que les humains n'ont pas vues depuis très longtemps. Donc la première question à se poser, et donc c'est celle-là, et c'est bien l'esprit du master, comment habiter le monde fluctuant ? Voilà. En fait, cette question-là, ça devrait être la première question à se poser au XXIe siècle. Toutes les autres questions sont secondaires. Ça nous tombe dessus, c'est majeur, c'est dans tous les secteurs, économiques, social, géopolitiques, écologiques.
ça va tanguer de plus en plus fort pendant tout le 21e siècle et on en prend pour 2 ou 3 siècles. Donc on a tellement tout déréglé que ça va vraiment mettre du temps avant de partir sur autre chose. Donc c'est ça la première question à se poser. Alors là, ça peut être très flippant, mais en fait, il faut juste prendre une seconde de plus pour réaliser que peut-être bien que la solution, on l'a sous les yeux. Ouais, j'ai mis un arbre, parce que les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent avec des fluctuations. Et avec des fluctuations beaucoup plus fortes que celles qu'on va vivre au XXIe siècle. Notre corps, lui-même, est un être vivant, et donc il a traversé beaucoup de milliers d'années, de centaines de milliers d'années, avec des environnements très fluctuants. Donc, comment font les êtres vivants pour vivre avec les fluctuations? C'est que les êtres vivants ne vivent pas contre les fluctuations, ils vivent avec les fluctuations. Donc comment ils font pour habiter le monde fluctuant? Alors ça a été dit par Michel notamment, la première chose qu'on apprend quand on fait de la biologie, c'est qu'en fait quand ça commence à tanguer très fort dans les écosystèmes, les êtres vivants coopèrent. C'est les symbioses, hein. Et ça c'est ce qui domine sur Terre, parce que la plupart des écosystèmes sur Terre sont soumis à des fortes fluctuations, sont soumis à des pénuries chroniques de ressources, et donc ce qu'on voit chez les êtres vivants, c'est la domination de la symbiose. Alors c'est là où il faut relire Darwin. Hein. Vraiment, je vous invite à relire Darwin. Hein. Darwin n'a jamais dit que c'était la compétition débridée et la survie du plus fort. Hein. C'est nous qui avons mal lu Darwin. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a des approches systémiques, on voit que c'est ça qui domine, la coopération. Il y a de la compétition dans le vivant, c'est pas qu'il y en a zéro, mais ce qui domine, c'est la coopération. Donc voilà, une symbiose, voilà, une plante qui est en symbiose avec son sol, donc avec des champignons. Les champignons absorbent l'eau, les sels minéraux, produisent des vitamines. Donc ça nourrit la plante. La plante, elle fait de la photosynthèse, ça produit des sucres et ça nourrit le champignon. Et ça permet aux plantes de résister aux sécheresses, aux pathogènes, ça leur permet d'avoir des sols très pauvres et d'avoir quand même des nutriments. Et là, vous avez un réseau d'interaction, voilà, donc typiquement un réseau d'interaction, de coopération dans un sol forestier japonais. Vous voyez, les points rouges, c'est des plantes, les points jaunes et bleus, c'est des espèces de champignons, et tout ça coopère joyeusement. Alors ça c'est la coopération, et donc ça c'est vraiment stimulé quand ça commence à tanguer. Hein. Donc là c'est une des bonnes nouvelles du monde fluctuant, c'est que ça va nous pousser à beaucoup plus coopérer qu'avant. Le monde de l'abondance nous pousse à la compétition. Hein. C'est le monde du pétrole, en fait, c'est là où on a beaucoup plus de compétition et de performance. Le monde où ça fluctue plus, on coopère plus. Et alors c'est pas par hasard. Hein. En fait, ce qu'on commence à voir, c'est en effet des modèles coopératifs qui se développent partout dans le monde social. Et donc, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une tendance, c'est une réponse opérationnelle au monde fluctuant. Donc, il y a plein de choses, des entreprises, des associations, vous voyez, la Fédération française des trucs qui marchent, ça c'est dans le monde rural, c'est des petits villages qui ont inventé un truc, mais qui le socialisent, qui le partagent, quoi. Ça, c'est de la coopération territoriale. Mais il y a vraiment plein de choses, les sciences citoyennes, la recherche participative, qui va être un grand tournant dans le monde de l'université. Ça va vraiment être absolument essentiel. Donc là, je pourrais m'arrêter là, je pourrais me dire, voilà, c'est bon, on va coopérer, et c'est comme ça qu'on va habiter dans le monde fluctuant. Alors, il ne faut pas être trop naïf, parce que parmi toutes les formes de coopération qu'on a inventées, il y en a une qui est apparue dans la seconde moitié du XXe siècle, et qui vous touche directement, c'est la coopération numérique. La coopération numérique, là vous voyez les câbles Internet sous-marins dans le fond de l'océan en Asie du Sud-Est. Eh bien, la coopération numérique, c'est une forme de coopération performante. Elle s'est hybridée avec notre culte de la performance. En fait, quand vous coopérez sur Internet, vous avez accès à beaucoup d'informations très rapidement. Ça, c'est performant. Alors, qu'est-ce que ça donne ? En fait, ça fait que cette forme de coopération est en compétition avec les autres formes de coopération territoriale. Ça prend le dessus, ça écrase les coopérations territoriales. Maintenant, quand on dit coopération, très souvent, on se met derrière un écran pour coopérer. Moi, je caricature à peine. Alors, en fait, je ne caricature vraiment qu'à peine. Ce que ça produit, cette coopération performante, donc qui a les mêmes défauts que tout ce que je vous ai raconté sur la performance, les effets rebonds, la loi de Goodhart, tout ça. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit de la canalisation, de l'addiction, de la dépression. Performance, compétition, violence. En fait, quand on ne voit plus le monde que sous un angle, quand il y a des problèmes sur les réseaux sociaux, par exemple, on va être déprimé. Parce qu'on n'a plus qu'une seule vision du monde, on a oublié qu'il y avait plein d'autres choses, quoi. Donc là, il n'est plus rare maintenant de voir des enfants qui vont passer 12 heures par jour devant un écran. Bon, ça, c'est plus du tout de la coopération, c'est de la canalisation et de l'addiction. Donc en fait, on a raté un peu le coche sur la coopération. En fait, il faut réaliser que quand les êtres vivants, quand ils font face à des crises et qu'ils coopèrent, ils coopèrent dans leur territoire.
Ils ne coopèrent pas dans la datasphère. Hein. C'est dans leur territoire qu'ils coopèrent. Alors que là, je vais vous le dire d'une autre façon, hein, c'est qu'en fait, ça fait depuis des décennies qu'on est sur une autoroute, l'autoroute de la performance. Les scientifiques, et puis nos vies, montrent qu'on est en train de rentrer dans un monde de plus en plus fluctuant. Donc c'est comme si le brouillard arrivait sur l'autoroute. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on accélère. Enfin, je ne sais pas vous, mais sur l'autoroute, quand il y a du brouillard, en général, on n'accélère pas. Hein. On ralentit. Alors, ce n'est pas juste pour le plaisir de ralentir, mais on ralentit pour pouvoir interagir avec son territoire. Ben, c'est exactement ce que font les êtres vivants. Quand ils font des symbioses, ils n'accélèrent pas, ils interagissent avec leur espace. Il faut juste réaliser que quand on manque de temps, il nous reste l'espace. Nous sommes des êtres à 4 dimensions, x, y, z, t. S'il nous manque du temps, t, eh ben, il nous reste x, y, z. Donc c'est là que se trouve le temps long, finalement. C'est incroyable, mais c'est quand on coopère dans son territoire, on crée du temps long. Et c'est comme ça qu'on répond à l'urgence. Donc les symbioses, c'est ça. Hein. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter le numérique, hein, évidemment. Le numérique, l'IA, est là pour rester. Mais il faut le mettre au service de la coopération territoriale. Sinon, c'est de la performance qui part dans son piège performant et qui va être toxique, qui est déjà toxique. Voilà, donc ça c'est la première phase de ce que la première leçon du vivant, si vous voulez, c'est la coopération territoriale. J'insiste sur le territoire local. Alors, bon, je pourrais m'arrêter là aussi, mais c'est un peu juste parce que ça donne un peu l'impression qu'on va faire la farandole et que tout va bien se passer. Hein. On va coopérer dans le territoire et puis voilà, tout va bien. Bon, c'est un peu faible hein, quand même. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aller un cran plus loin? Est-ce que ce changement culturel ne va pas un peu plus loin? Donc, je repose ma question, comment habiter le monde fluctuant? Donc, on va coopérer dans le territoire, ça c'est inévitable dans un monde fluctuant, mais comment on va faire pour que ça marche? Pourquoi, chez les êtres vivants, ça marche? Pourquoi ça leur permet de vivre dans un monde fluctuant? Ben, ça tient en un mot, et ce mot, c'est robustesse. Les êtres vivants sont robustes. Donc un système qui est robuste, il faut bien le définir, un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Ça, c'est la définition physique de la robustesse. Stable et viable malgré les fluctuations. Donc pensez à un arbre, hein, c'est tout simple. Hein. Un arbre, ça résiste au vent. Ben, c'est stable malgré les fluctuations. Mais un arbre, ça résiste aussi aux gelées hivernales, aux sécheresses estivales. Ça peut même résister à la foudre. Donc ça résiste à un spectre de fluctuations très très large pendant des durées très longues. Donc c'est viable malgré les fluctuations. Donc c'est bien les deux, hein. Articulation court terme, long terme, stable et viable malgré les fluctuations. Bon, bah, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit en fait, hein, parce que évidemment que dans un monde fluctuant, il faut être robuste. C'est la définition de la robustesse. Si vous voulez, c'est le mot juste. Quand ça fluctue, il faut être robuste. Mais comment on fait? Alors c'est là où les êtres vivants sont une incarnation vraiment idéale, j'ai envie de dire, de ce qu'on peut voir. En fait, les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et donc là, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a sous les yeux et en nous un contre-modèle du modèle performant de nos sociétés humaines contemporaines. C'est ça qui est fou. Hein. Alors c'est pas pour vous dire qu'il y a zéro performance chez les êtres vivants. Évidemment qu'il y a des moments de performance chez les êtres vivants. La lionne qui chasse sa gazelle, au moment de la chasse, elle est performante. Le reste du temps, elle dort, hein. Elle marche, elle s'occupe de ses petits, ça c'est pas de la performance, hein. C'est plutôt de la robustesse. En fait, il faut juste réaliser que les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. Et nous, les sociétés humaines contemporaines, on est performants avant d'être robustes. On est à l'envers, on est extraterrestre. Et c'est pour ça que ça craque de tous les côtés. C'est parce qu'on a donné le primat à la performance. Sans aucune raison. C'est idéologique. Enfin, la seule raison qu'on peut lui trouver, c'est qu'on a eu accès à un moment à une abondance de pétrole, de charbon, de pétrole, et ça nous a plutôt incité à aller dans la compétition, dans la performance, comme le ferait un parasite. Mais c'est l'exception sur Terre. Hein. Les êtres vivants coopèrent et font de la robustesse. Alors vous voyez, là, c'est ce que Michel le citait, là, hein, les mots qu'on trouve dans les réseaux du vivant, et ça c'est depuis une trentaine d'années, maintenant on en est vraiment sûr de cette histoire-là, c'est qu'on peut le démontrer de la molécule jusqu'à l'écosystème. Vous prenez n'importe quel réseau du vivant, un réseau de neurones, un réseau métabolique, un réseau physiologique, un réseau des écosystèmes, hein, c'est vraiment à toutes les échelles, et vous allez tomber en premier sur ces principes-là. Inefficacité, il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants, ou il y a trop d'objectifs chez les êtres vivants, donc ils sont tous en contradiction les uns avec les autres, donc c'est inefficace. Hétérogénéité, incertitude, lenteur, délai, redondance, incohérence, inachèvement, imprécision, erreur. C'est ça qu'on voit en premier. Si vous voulez, quand vous lisez un être vivant, c'est comme lire une BD de Gaston Lagaffe, quoi. Voilà.
C'est vraiment incroyable, comme c'est ça qui sort en premier. Bon, mais vraiment, je vous assure, hein, vous lisez les réseaux, mais c'est n'importe quoi. Tout est en contradiction avec tout, ça part dans tous les sens, il y a du hasard qui vient se jeter là-dedans. C'est vraiment, c'est le bazar, quoi. C'est erratique. Mais en fait, quand on est erratique, hein, ça veut dire qu'on erre, ça veut dire qu'on est sur le chemin. Donc en fait, on est vivant. C'est quand on arrive à destination hein, qu'on est mort. Vous voyez le truc, hein, c'est le chemin, la vie. Hein. En fait, c'est ça. Ça, c'est une leçon pour être sur le chemin. Alors, ce qui est fou là-dedans, c'est que tous ces mots-là, c'est tout ce qu'on veut bannir. Hein. Ça fait 80 ans de management où c'est ça qu'on veut plus voir. Hein. On veut plus voir. Ce qu'on met en avant, hein, c'est le flux tendu, le zéro stock, tout ça. Hein. C'est de l'optimisation, de la performance. Le vivant fait tout le contraire. Il fait du stock, il fait surtout pas de la sobriété, hein, évidemment. Hein. Il génère beaucoup de ressources, il utilise beaucoup de ressources, etc. Les arbres qui perdent leurs feuilles à l'automne. Il faut quand même avoir la purée dans les yeux pour ne pas voir que ça, ce n'est pas sobre. Les arbres perdent énormément de biomasse hein, chaque automne. Quoi. Oui, voilà. Donc les êtres vivants ne sont pas, performants. Peut-être juste un exemple. Hein, voilà, je reprends mon arbre. Là, hein, comptez le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Les arbres sont très redondants. Comptez le nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons, le nombre de villosités que vous avez dans l'intestin. Vous voyez à quel point on est non performant. Mais ça nous ajoute des marges de manœuvre, du jeu dans les rouages, et ça construit notre robustesse. Nos robustesses aux êtres vivants. Quoi. Donc en fait, une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus ne plus le voir. Hein. C'est juste, c'est là qu'on déraille, hein, qu'on entame la déprise sectaire. Parce que je pense vraiment que nous sommes dans une dérive sectaire de la performance. Hein. On ne la questionne plus. Quoi. Alors, je vais quand même vous donner mon exemple favori de la température corporelle qui permet de s'approprier l'équilibre entre performance et robustesse dans le vivant, mais donc et ailleurs. Donc vous savez qu'on est à 37 degrés, ça c'est notre température de croisière, 37 degrés. Si on mesure l'activité de votre système immunitaire à 37 degrés, on va trouver que c'est pas folichon. Hein. Ça tourne, mais voilà, c'est mention passable, hein, 10 sur 20. Voilà. Ça tourne, mais c'est pas extraordinaire. À 40 degrés, alors là par contre vous avez un système immunitaire qui est c'est une Ferrari, hein, c'est une Formule 1. Quoi. Si vous voulez à 37 degrés, c'est plutôt une 2 chevaux. Qui aurait peut-être besoin d'un petit peu de réparation. Et là, par contre, c'est une Formule 1 vraiment qui est très bien huilée, qui tourne à fond. Alors, c'est un peu étonnant, hein, parce qu'à 40 degrés, en général, on est un peu claqué, hein, quand même. Enfin, au niveau individuel, on est très fatigué. Pourquoi on est très fatigué à 40 degrés ? Parce que nos enzymes et notre système immunitaire qui est tellement performant, il est en train de faire un burn-out. Il est en train de tourner tellement fort que les enzymes, les protéines, sont en train de se brûler, hein, littéralement. Elles se dénaturent. Donc on ne peut pas rester très longtemps à 40 degrés, hein, c'est 3 jours maximum, après c'est mortel. Donc en fait on revient à 37 degrés. Et donc vous voyez très bien où est l'équilibre, hein, où est le curseur entre performance et robustesse chez les êtres vivants. Hein. Vous voyez bien que vous allez passer l'essentiel de votre vie à 37 degrés, ce qu'on pourrait appeler le mode dégradé. Alors on appelle ça le mode dégradé parce que nous on est obnubilés par le maximum de performance, mais le mode dégradé c'est juste le mode robuste. Et puis on va passer quelques jours à 40 degrés, qui est le mode performant, mais fragile. Parce qu'à 40 degrés, il ne faut pas se prendre une surinfection. Hein. Là, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre. Hein. En fait, on est très fatigué, les enzymes sont en burn-out, donc s'il y a une nouvelle infection, là, ça va être très compliqué. Bon, vous voyez où est le curseur, hein. C'est robustesse d'abord. Ouais. Alors, je ne vais pas vous faire tous mes exemples de biologie, parce qu'il y en a des milliers, hein. C'est assez incroyable. En fait, c'est ça qui voit un premier. Hein. S'il y a une seule chose à retenir de la biologie, c'est celle-là. Hein. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Ils sont robustes avant d'être performants. Oui, ils n'excluent pas la performance, ils l'autorisent. Ils voient d'abord la performance comme un problème, parce qu'on s'épuise quand on augmente la performance. Ou si je vous le dis différemment, la robustesse, c'est créer un potentiel, la performance, c'est dissiper le potentiel. La robustesse, c'est la pulsion de vie, la performance, c'est la pulsion de mort. Oui, on est là-dedans. Alors, je vais dans le monde social. Dans le monde social, cette leçon du vivant, à mon avis, elle est vraiment fondamentale, au sens presque littéral du terme. En fait, on est en train de vivre un moment culturel absolument unique dans l'histoire de l'humanité, un moment exceptionnel. On est enfin en train de quitter le néolithique. Alors, il a fallu un peu de temps. Hein. Alors, le néolithique, hein, c'est depuis le dernier âge glaciaire, quand les humains inventent l'agriculture, la domestication, la sédentarisation. En fait, c'est un choix en conscience pour les humains de contrôler la nature. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté. La Renaissance, c'est les plantations, la colonisation, après c'est la mécanisation, après c'est la grande accélération. Ça a été une course vers toujours plus de performance, débridée. Hein. Enfin, je vous renvoie à Achille Mbembe, brutalisme, voilà, très pertinent sur ce sujet-là.
Ben, en fait, cette course vers la performance, qu'est-ce qu'on voit? Et ben là, en fait, on commence à le voir, et enfin, on le voyait depuis longtemps, hein, mais là maintenant, c'est vraiment manifeste pour ne pas le voir. C'est vraiment incroyable. En fait, c'est cette courbe du progrès qui est guidée par de la performance, par du contrôle. Et ben, ça devient une courbe du progrès contre-productive. C'est une courbe en cloche. Plus on augmente la performance, et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. Donc c'est très clair, le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. Ça, c'est physiquement impossible. Si on continue à augmenter les performances, on va tout brûler et l'humanité avec. Enfin, d'ailleurs, c'est l'humanité qui sortira en premier, c'est le point faible. La biodiversité, elle s'en sortira toujours. On ne sauve pas la planète, on a un conflit d'intérêts, c'est nous d'abord, en fait. Donc nous, on est beaucoup plus fragiles. Donc le futur du progrès, ce n'est pas les gains de performance. Donc du coup, c'est quoi? C'est là qu'on sort du néolithique. Il ne s'agit plus de contrôler la nature, et en fait, c'est de basculer vers la robustesse. Et donc de comprendre qu'on a perdu le contrôle et qu'il faudra vivre dans un monde où on a perdu le contrôle. Ça n'a rien à voir avec le néolithique. Voilà, on déraille. Et je dis bien dérailler, parce que sinon, nous restons sur des rails. C'est ça, il faut bien dérailler. Quand on déraille, les chemins s'ouvrent. Donc c'est ça. Donc, quand on sort de la performance, du dogme de la performance nécessairement positive, d'un seul coup, d'autres chemins s'ouvrent. L'impossible devient possible, on peut le dire comme ça. Voilà, ça, c'est la bascule vers la robustesse. Vous voyez que c'est très pragmatique, ce que je suis en train de vous dire là. Je ne fais qu'endosser le fait scientifique. Ça tangue de plus en plus, on rentre dans un monde de plus en plus fluctuant. Dans un monde plus fluctuant, il faut être plus robuste. Pour être plus robuste, il faut baisser les performances. Vous voyez, c'est un compromis à trouver. En tout cas, il faut trouver un nouveau compromis avec la performance. Il faut que la performance passe en second et que la robustesse passe en premier. Ça va? Ça, c'est vraiment juste... voilà, je ne fais qu'endosser le fait scientifique. Le problème, évidemment, et je pense que vous le sentez, le problème, c'est que ça, c'est très pragmatique. Le problème, c'est qu'on est encore dans le monde de la performance. Ça ne vous a pas échappé, Chine, les clients qui veulent des objets pas chers tout de suite, l'efficacité politique, les investisseurs qui veulent des retours sur investissement, tout ça, c'est de la performance, et on est dans la soupe de la performance, mais jusqu'au cou, c'est vraiment incroyable comme ça nous habite. Regardez votre journée, du matin au soir, le trajet domicile-travail, la séparation des fourchettes et des couteaux, tout ça, c'est de la performance, c'est incroyable, c'est vraiment du matin au soir. Donc comment on fait ? Comment on fait pour basculer? Alors, c'est toujours pareil, si vous voulez habiter le monde, très souvent, il suffit de l'observer. Donc voilà, je prends ma petite analogie des nuées d'oiseaux, là, les nuées des tourneaux. Voilà, ça, c'est un système qui arrive à basculer, vous voyez, qui tourne à droite, qui tourne à gauche, qui tourne à droite, qui n'arrête pas de changer, en fait, et qui le fait sans casse. Vous voyez, les oiseaux ne tombent pas. Donc comment ils font en fait, C'est quoi le pouvoir magique de ces oiseaux là? Comment ils arrivent à basculer sans faire de casse? Alors c'est très simple, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie, donc ceux qui sont les plus éloignés du cœur, c'est ceux qui sont les plus près des fluctuations. C'est eux qui voient en premier le prédateur, c'est eux qui voient en premier la bourrasque de vent ou l'autre nuée d'oiseaux. Donc en fait, ils se synchronisent à la périphérie, donc ils font des alliances latérales et ils contaminent le cœur. Et à un moment, c'est tout le système qui bascule. Ça, c'est vrai pour une nuée d'oiseaux, c'est vrai pour un banc de poissons et c'est vrai pour énormément de systèmes sociaux. En général, ça commence à la périphérie et ça contamine le cœur. Et cette phrase de Jean-Luc Godard que j'aime beaucoup citer, Jean-Luc Godard disait « c'est la marge qui tient la page ». C'est ça. En fait, si vous voulez comprendre comment un système bascule, ça ne sert à rien d'aller voir Total, McKinsey, qui est un peu le cœur faisandé de la performance, le monde d'avant, le monde fossile, voilà, dans tous les sens du terme. Il faut plutôt aller voir les collectifs de citoyens qui sont à la périphérie, qui sont déjà dans les fluctuations et qui ont déjà inventé des solutions robustes. C'est beaucoup plus joyeux, parce qu'ils sont déjà dans le monde d'après. Et en fait, on est dans le monde contaminant, dans le bon sens du terme. Alors, à quoi ça ressemble? Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on pourrait se dire, ça c'est une utopie lointaine. Vous savez, c'est les plans pour 2050, pour 2070, pour 2120, ou j'en sais rien, Alors non, en fait, c'est pas du tout ça. On a déjà basculé. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'en fait, on est déjà dans le monde robuste. Il faut arrêter de faire des plans à 2050. Voilà. Parce qu'en général, ces plans-là, on ne fait rien jusqu'en 2049, et en 2049, on panique. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Et surtout que ça ne correspond pas à la réalité. Les collectifs de citoyens, les entreprises, les territoires, les associations qui sont déjà dans les fluctuations ont déjà développé des solutions robustes. Et alors, si on doit donner une décennie, quand le basculement a eu lieu, c'est entre 2010 et 2020. En fait, c'est le moment où tous les projets montent en échelle. Avant 2010, c'était Pierre Rabhi. Voilà, la sobriété heureuse. Donc là, on était
très loin. Enfin, c'était des marges vraiment très lointaines, même pas forcément toujours très désirables pour tout le monde. Enfin, voilà, c'était quand même très très lointain. Entre 2010 et 2020, ça s'épaissit, et depuis, ça ne s'arrête pas. C'est juste que c'est complètement sous le radar médiatique, parce que les ultra-performants ont encore le pouvoir et l'argent, et donc ils prennent toute la place. Hein. Donc les Poutine, les Musk, les Netanyahou, tout ça, ça prend toute la place, hein. Avec les pulsions de mort. Hein. Enfin, vous voyez bien, hein, performance, violence. Alors eux, c'est vraiment des cristaux de performance, violence. Mais donc, du coup, c'est plus intéressant de passer du temps aux marges, parce que là, on voit des choses nettement plus intéressantes. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que, voilà, comme je disais, l'impossible devient possible. C'est-à-dire qu'en fait, l'impossible reste impossible quand on n'a pas déraillé, quand on reste sur les rails de la performance. On pense qu'il n'y a qu'une solution, c'est la solution performante. Dès qu'on s'autorise à ne plus utiliser la solution performante pour résoudre les problèmes, alors là, il y a un infini de solutions qui s'ouvrent. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, si je vous disais qu'on peut transformer le sable du désert en eau, ça paraîtrait impossible quand même. Et bien pourtant, c'est ce qu'on fait. Donc, par exemple, si je veux reverdir le désert, et si je voulais le faire en version performante, ben je dessalerais de l'eau de mer avec du pétrole, je mettrais un petit tuyau et j'arroserais le désert. Alors ça, c'est très performant, hein, ça va aller très très vite, je vais reverdir le désert très rapidement, mais par contre, c'est très fragile. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui me coupe mon tuyau et je n'ai plus de possibilité de reverdir mon désert, il va redevenir un désert. Oui, c'est l'équivalent d'une cyberattaque, mais avec de l'eau. Hein. Si vous voulez le faire de façon robuste, c'est certainement pas en dessalant l'eau de mer. Ce que vous pouvez faire, c'est donc la méthode des demi-lunes. Hein, c'est une des méthodes, il y en a plein d'autres, hein, mais ça, c'en est une. Vous faites des petites dunes, donc 50 cm de haut, donc avec du sable. Hein. Quand vous faites un dénivelé comme ça, l'eau va se condenser tous les matins au pied de la dune. Et donc, juste par la géométrie de la dune, vous attirez l'eau atmosphérique. Et ça, c'est robuste, c'est autonome. C'est qu'il faut juste faire les dunes au départ, et après, ça se maintient tout seul. C'est un cercle vertueux. Quoi. C'est comme ça qu'on reverdit, c'est une des méthodes pour reverdir les déserts. Ça, c'est une solution robuste. Oui, c'est juste c'est plus lent, hein, c'est moins performant, hein, ça c'est évident. Hein. Mais par contre, c'est autonome, ça dure, c'est stable et viable malgré les fluctuations. Alors ça, on est un peu loin là, de la France métropolitaine, mais bon, ça fait partie des exemples qui sont quand même très vertueux. Vous voyez, toujours pareil, hein, aux marges, hein, c'est là qu'on a plein d'idées à apprendre et à diffuser. Alors un autre exemple aux marges, c'est dans le monde rural, parce que dans le monde rural, on a des citoyens qui sont déjà soumis à des fortes fluctuations, hein, parce que l'État est de moins en moins là, donc ils vont trouver des solutions par eux-mêmes. Et donc là, vous avez l'exemple de Saint-Martin-d'Auxigny, donc on est dans le monde rural près de Bourges. Et en fait, là, vous avez à gauche l'image parfaite du remembrement en France. Donc on fait sauter les haies, on canalise les rivières, on augmente les surfaces agricoles. Bon, il faut se rappeler que ça, c'était dans les années 50-60, c'était très violent. Il y a eu des morts, hein, des paysans avec des fusils, tout ça. Il y a eu vraiment de la résistance sociale très très forte. Hein. Donc toujours pareil, hein, performance, violence. Bon, alors, on hérite de quoi là? On hérite d'un commun négatif. Un commun négatif, c'est cette rivière, par exemple, là, qui est canalisée, qui est toute droite et qui est une autoroute à eau. Quand il pleut beaucoup, cette autoroute à eau, elle va envoyer l'eau très très rapidement dans la ville voisine et elle va faire des inondations, des méga inondations. Donc ils se sont fait inonder plusieurs fois, et vous voyez ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont retracé une rivière, ils ont reméandré leur rivière, ils ont mis des lacets là. Maintenant, quand il pleut beaucoup, cette rivière hein, qui est plus erratique, qui est plus lente, qui est plus hétérogène, qui prend plus de place, quand il pleut beaucoup, elle déborde dans la parcelle, elle n'inonde plus la ville. Donc on a désoptimisé le paysage pour augmenter la robustesse territoriale. C'est un vrai choix de robustesse contre la performance. Ouais. Et en plus, on en parle au journal de France 2 à 20h, en prime time. Les marges sont en train de contaminer le cœur. Mais ça se passe sous nos yeux. Hein. Faut juste mettre les bonnes lentilles, mais on le voit partout, partout, partout. Hein. Alors, un autre exemple qui est pratique, c'est le tout réparable. Le tout réparable, maintenant, il y a vraiment plus tellement d'entreprises qui ne font pas de la réparabilité de leur sujet. C'est du pragmatisme économique, hein. Ce n'est pas par vertu sociale ou écologique, hein. C'est du pragmatisme. C'est que si la Chine envahit Taïwan la semaine prochaine, et si votre entreprise dépend d'un bien fabriqué en Chine, vous mettez la clé sous la porte. Sauf si vous avez développé des capacités de réparation territoriales. Et donc c'est pour ça que ça se développe si fort. Hein. On est en train de basculer vers ce monde-là, qui est nettement plus joyeux. Hein. Ça c'est de l'autonomie, c'est de la robustesse active. Quoi. Et alors ça, là aussi, l'impossible devient possible. Hein, parce que là, en fait, maintenant, les citoyens, aussi penser aux bibliothèques d'objets, les biens en commun, il y a vraiment plein d'initiatives comme ça. Ça fait que les citoyens ont accès à des objets de meilleure qualité à un prix plus bas. C'est l'inverse du modèle propriétaire. Le modèle propriétaire, c'est qu'il faut payer plus cher pour avoir des objets de meilleure qualité. Là, c'est l'inverse dans le modèle de la robustesse.
il faut payer moins cher pour avoir des objets de meilleure qualité. Parce que ça, c'est forcément plus robuste. Il faut que ce soit réparable, ça circule, donc ça doit être plus robuste. Alors évidemment, il y a une question sur la tech, et je pense que c'est peut-être celle-là qui va être la plus pertinente pour cette audience. Qu'est-ce qu'on fait avec la tech? Parce que ça ne vous a pas échappé, on est dans un monde qui est très pro-tech, hein, que ce soit le numérique, l'IA, les robots, les drones, ça nous inonde. Hein. Puis moi-même, là, je suis en train d'utiliser de la technologie. Donc qu'est-ce qu'on fait avec la tech? Alors, en fait, encore une fois, hein, il ne s'agit pas d'une réponse technique. La réponse, elle est d'abord culturelle. Toujours pareil, dérailler du culte de la performance. En fait, il faut juste réaliser le hold-up du XXe siècle. C'est quoi le hold-up du XXe siècle? C'est un hold-up culturel. Hein. Le hold-up du XXe siècle, c'est de nous avoir fait croire que le monde de la performance était technophile. Il faut juste prendre une seconde de plus pour réaliser que le monde de la performance est profondément, mais vraiment profondément technophobe. C'est le contraire. En fait, il faut juste... Voilà, quand vous faites des technologies très performantes, eh bien, elles écrasent les technologies plus anciennes. Ben, ça, c'est technophobe. Et en plus, c'est des technologies qui sont de plus en plus complexes, donc qui éloignent les citoyens de la technologie. C'est doublement technophobe. Enfin, je pense que dans cette pièce, personne n'est capable de réparer son smartphone. Ben, ça, c'est technophobe. Alors, quand on fait de la robustesse, on n'est pas contre la technologie, c'est tout le contraire. Le monde de la robustesse est technophile. Mais par contre, on donne du sens à la technologie. C'est qu'en fait, quand on est dans le monde de la robustesse et qu'on utilise des technologies, ce que l'on recherche, c'est deux choses. Technodiversité. On ne veut surtout pas développer la meilleure solution. On veut surtout développer un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Et il faut que ce soit que des solutions robustes. Et en plus, on veut que ce soit des solutions qui soient appréhendables, adaptables, évoluables, réparables dans le territoire, avec une entreprise du coin, avec une asso du coin. Ça, voilà, ça c'est robuste. Donc vous voyez, on est en train de basculer. En fait, le monde de la performance, c'est des technologies aliénantes. Dans le monde de la robustesse, ce sont des technologies émancipatrices. C'est ce que Ivan Illich appelait des outils conviviaux. C'est de la technologie joyeuse. Vous voyez, c'est la technologie qui fait du lien social, qui a du sens dans le territoire, qui régénère les écosystèmes. Enfin oui, c'est tout ça, hein, c'est quand même beaucoup plus, ça a beaucoup plus de sens. Enfin, c'est fou comment on s'est laissé embarquer dans ce truc-là sans jamais questionner le fait que le monde de la performance était technophobe. C'est ce qu'il faudrait dire à la Silicon Valley, hein. C'est vraiment les plus technophobes, hein, de tout le lot, quoi. Alors du coup, on arrive à ce moment-là où on arrive à un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre, vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter la performance. Hein. On aura toujours besoin de pompiers qui vont faire de la performance au moment où il y a l'incendie. Hein. On aura besoin de performance, comme la fièvre. Hein. Mais il faut la mettre au second plan. Il faut d'abord développer la robustesse, se placer dans les conditions dans lesquelles on a le moins besoin possible de la performance. Donc ça veut dire qu'on fait de la robustesse la plupart du temps. Donc c'est une inversion. Hein. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on quitte le néolithique. Alors je vais juste finir, parce que je vois qu'il est déjà -5, qu'on a un petit peu de temps pour discuter. Parce que en fait, ça c'est inéluctable. C'est que c'est dans un monde qui va devenir de plus en plus fluctuant, il faudra être plus robuste. Donc en fait, il n'y a pas de question sur le fait qu'on va basculer vers la robustesse. Et donc là, vous pourriez avoir l'impression qu'on est un peu comme les flocons de neige dans une avalanche. Ça va arriver, donc il y a juste besoin d'attendre et on va basculer vers la robustesse. Et c'est vrai, on va basculer vers la robustesse. Avec les fluctuations qui viennent, c'est très clair. Mais par contre, je ne voudrais surtout pas dépolitiser le sujet, au sens noble du terme, parce que si on ne fait rien, il y aura beaucoup de casse, énormément de casse. Il y en a déjà beaucoup. Hein. Donc la question, c'est comment on fait pour devancer l'appel. Avant les très grosses fluctuations, comment on fait pour, dès maintenant, mettre un pied dans la robustesse? Comment on fait pour changer la culture, aller vers cette culture de la robustesse? Alors, j'ai quelques clés. Alors, ce n'est pas une boîte à outils, hein, ce serait bien trop performant, évidemment. Hein, donc, c'est juste des idées. Voilà, c'est très situé, ça dépend des sujets, etc. Donc, c'est vraiment juste, c'est très large, quoi. Donc, la première chose, je commence par la culture parce que c'est le plus important. Il faut questionner tous les mots qu'on utilise. En fait, tous les mots ont été pollués par le dogme de la performance positive. En fait, la plupart des mots qu'on utilise ont été inventés depuis 5000 ans. Hein, l'écriture, ça a 5000 ans. Donc, dans la période de stabilité climatique des 10 derniers milliers d'années. Donc, l'écriture, les langages font l'hypothèse du monde stable. C'est que ce qu'on a défini dans le dictionnaire, tous les mots du dictionnaire font l'hypothèse du monde stable. Donc, vraiment, je vous invite à faire un tour dans votre dictionnaire et faites l'hypothèse que le monde est très instable. Et vous allez voir, on va requalifier à peu près tous les mots.
Donc, par exemple, si je prends rentabilité, un gros mot, hein, rentable, une entreprise doit être rentable, hein, ça c'est la loi, hein, c'est la loi. Ben, jusqu'à présent, on pensait que plus une entreprise était performante, plus elle était rentable. Ben, en fait, c'est vrai que si le monde est stable, ça. Dans un monde instable, une entreprise qui est très performante, elle est très adaptée, elle est très spécialisée, elle est très optimisée, elle est très canalisée. Dans un monde instable, elle va planter en premier. Et donc, elle va ouvrir le marché pour les autres, celles qui restent. Donc, la rentabilité d'une entreprise dans le monde instable, c'est d'abord corrélé à sa robustesse. Et il y a plein d'exemples en ce moment, hein. Enfin, vous avez Nike, Stellantis, Boeing, Evergrande, tout ça, c'est des entreprises qui ont suroptimisé et qui sont en train de se planter dans les grandes longueurs, hein, et qui sont en train de redonner à d'autres entreprises qui, elles, ont peut-être fait d'autres choix, quoi. Voilà, il y en a plein d'autres, hein. Donc le délai, par exemple, hein, on ne cherche pas le délai le plus court possible, on cherche le délai le plus fiable possible. Vous voyez, comme ça change tout, hein. Le délai le plus fiable, il est plus long, hein, forcément. Oui, donc vraiment, je vous invite à faire un tour, et il n'y a que comme ça, hein. Si on ne change pas les mots, enfin, en tout cas, si on ne change pas la définition des mots, on reste dans l'ancien monde, hein. Donc c'est vraiment hyper important. Ok, deuxième point, c'est le rapport au long terme. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les indicateurs de performance? Les indicateurs de performance, ils ne sont pas inutiles, mais c'est comme la performance, il faut les mettre au second plan. Ce qu'on met en premier, c'est un outil dynamique, et qui est le stress test. Le stress test, en fait, c'est tout simple, et donc ça, c'est fait dans les cyberattaques, tout ça, c'est l'outil de choix, hein, quand même, hein. Donc, vous prenez votre organisation, votre système, votre projet, et vous faites fluctuer un des paramètres. Donc, par exemple, l'année prochaine, le pétrole est 2 fois plus cher. L'année prochaine, il n'y a pas Internet pendant 6 mois sur toute la planète. L'année prochaine ou le mois prochain, la Russie envahit les pays baltes. Voilà. C'est ce genre de fluctuation-là, et vous regardez comment répond votre système, comment répond votre projet, et vous allez tout de suite voir ce qui cloche. Et comment vous allez répondre? C'est systématiquement, vous allez augmenter les marges de manœuvre. Et donc, vous allez faire de la robustesse. Si vous le faites sérieusement, vous allez enrobuster votre projet. Le stress test, c'est une façon de s'acculturer au monde fluctuant. Sinon, on ne le voit pas. On est toujours dans l'idéologie du monde stable. Le stress test, ça permet de voir, de rentrer dans le monde fluctuant en sécurité, parce que c'est évidemment une fluctuation virtuelle. Et donc là, vous avez des exemples. Tumult, c'est un jeu qui a été créé par la métropole de Lyon à destination des entreprises et qui est un stress test. Et vous voyez à quel point c'est de nouveau un signal faible du monde qui change, hein. Les métropoles, pendant très longtemps, elles voulaient attirer le maximum d'entreprises sur leur territoire. Elles ne font plus ça maintenant, parce qu'elles se sont rendues compte que ça faisait des pollutions, de la casse sociale, tout ça. Donc maintenant, ils essayent de renforcer les entreprises existantes sur le territoire. On bascule de la performance à la robustesse. Mais c'est vraiment partout, hein. Vraiment, je vous invite à prendre des lentilles, vous allez voir, c'est absolument dément. Voilà, donc le stress test, ça c'est un outil de choix. Bon, j'ai encore deux, trois outils, puis je vais m'arrêter. 2-3 outils, construire sur les fluctuations. Alors le risque, hein, dans le monde de la performance, c'est de construire contre les fluctuations. Vous savez, on va faire des digues de plus en plus hautes. Ça, en fait, ça marche jusqu'à un certain point, hein. En fait, ça ne marche pas finalement. Ça ne fait que renforcer l'idée que le monde est stable. Et le jour où ça craque, alors là, ça craque vraiment très fort. Donc plutôt que de vivre contre les fluctuations, il faut plutôt se créer les conditions dans lesquelles on peut vivre avec les fluctuations. Donc plutôt que de faire une digue, il faut plutôt faire des maisons amphibies. Vous voyez un peu l'esprit. Là, en fait, vous avez un exemple. Ici, là, vous avez Arnaud Créteau. Donc alors, on n'est pas du tout dans le numérique. Là. Lui, il a fait une boulangerie, une boulangerie avec un four solaire. Alors, bon, ça, rien de très nouveau. C'est du low-tech, hein, des petits miroirs. Voilà, ça fait un four. Bon, alors là, pourquoi il m'intéresse, Arnaud, là? Parce qu'en fait, il est à Rouen, en Normandie, et il a un four solaire. Donc là, petit problème, parce qu'il n'a pas du soleil tous les jours, hein. En Normandie, bon, c'est quand même plus compliqué, il n'est pas à Nice, quoi. Donc comment fait-il? Quand on fait une boulangerie avec un four solaire et qu'on a une énergie qui n'est pas là tous les jours, on est obligé de déconstruire complètement ce que c'est qu'une boulangerie. Et donc c'est pour ça que c'est culturel, hein, de nouveau, hein. Au premier ordre, c'est culturel. Donc une boulangerie française, hein, c'est un boulanger qui pétrit sa pâte, cuit son pain la nuit, et le matin, il vend une baguette. Bon, quand on est à Rouen avec un four solaire, déjà, on ne cuit plus son pain la nuit, hein, c'est très clair, ça, c'est le jour. Et c'est les jours où il y a du soleil, donc peut-être un jour dans la semaine, voilà, où il y en a assez pour faire du pain. Et donc, du coup, on ne peut plus faire des baguettes. Donc, on fait du pain qui se conserve pendant 7 jours. On fait du pain qui dure longtemps. Alors, comment on fait du pain qui dure longtemps? On n'utilise plus le levain de boulanger très performant qui fait monter la pâte en 1h30. On utilise du levain qui met 5 heures à monter la pâte. Quand on utilise du levain qui met 5 heures à monter la pâte, ça fait du pain qui résiste, hein, qui dure plus longtemps. Mais surtout, on n'a plus besoin de pétrir la pâte.
parce que le gluten se rejoint tout seul, il n'y a pas besoin de pétrir la pâte. Donc là, vous avez un boulanger qui ne pétrit pas sa pâte de pain, qui cuit son pain la nuit et qui vend du pain qui dure 7 jours. Il a déconstruit ce que c'est qu'une boulangerie. Et là, c'est la boulangerie la plus robuste de France. Parce que vous savez que le point faible d'une boulangerie, c'est le coût de l'énergie. Lui, son énergie, elle est gratuite, et il a construit un modèle économique qui vit avec les fluctuations. Il ne peut rien lui arriver. Et en plus, il diversifie. Maintenant, il est en train de torréfier des graines, alors de l'orge, des lentilles, tout ça, et il est en train de décarboner la filière du café. Mais oui, de vraiment décarboner. C'est-à-dire qu'il ne va pas juste mettre du café sur des bateaux à voile. Il va faire du café avec d'autres graines. Donc bientôt, il y aura du café à Chamonix. Voilà. Entièrement produit localement. Ça, c'est robuste. Vous voyez à quel point c'est culturel. Hein. Alors, le goût ne sera pas le même, hein. Ça, c'est évident. Hein. Mais les goûts évoluent. Hein. Si vous buviez du vin de 1850 ou du Moyen-Âge, vous êtes sûr que vous n'aimeriez pas ce vin-là. Hein. Les goûts changent. Quoi. Ben, c'est ce qui va se passer. Voilà. Le monde fluctuant va nous amener à changer les goûts, les cultures et tout ça. Donc, c'est très joyeux. Hein. On est en train d'inventer de nouvelles traditions. Hein. C'est ça qui se passe. 15% du café italien, c'est de l'orge, hein, torréfié au passage. Hein. Donc, c'est déjà le cas. Toujours pareil. Hein. On a déjà basculé dans la robustesse. Hein. Et vous voyez, ils ont fait une agence, Teled, qui accompagne les entreprises à revoir leur modèle pour le baser sur les fluctuations. Et donc ça, à mon avis, Teled, ça peut être très intéressant pour vous parce que c'est tout domaine confondu. Donc c'est plutôt sur l'énergie, mais en fait, ils accompagnent des menuiseries, des territoires, Enercoop aussi. En fait, ils font de la robustesse, mais de la robustesse opérationnelle, c'est-à-dire qu'ils revoient le modèle économique, le système économique pour que ça vive avec les fluctuations, pas contre elles. Bon, ici, je crois que c'est mon avant-dernière. Agir avec le vivant, par le vivant. En fait, c'est l'idée que, vous savez, on dit souvent qu'il faut décarboner l'économie. Hein, ça, c'est un peu le mot qu'on entend partout. Alors, il faut juste réfléchir là aussi une seconde de plus. Hein, vraiment, c'est incroyable comme la sémantique est à côté de la plaque. Hein. Décarboner l'économie, ça veut dire qu'on veut exclure le carbone de l'économie. Le carbone, c'est l'atome magique de la vie. On est tous basés sur du carbone. Hein. Donc si on décarbone l'économie, ça n'a vraiment aucun sens. Hein. C'est une économie pour des machines. Hein. Il n'y a plus d'humains dans l'économie décarbonée. Donc en fait, c'est très maladroit. En fait, il faudrait dire décombustionner l'économie. C'est ça qu'il faudrait dire. Il faut arrêter de brûler du carbone. C'est fou qu'on ait choisi le mauvais mot, quand même. C'est décombustionner. Donc arrêter de brûler du bois, du charbon, du pétrole, des biocarburants. Tout ça, il faut réduire parce que ça émet du CO2. Donc il faut décombustionner l'économie. Par contre, il ne faut surtout pas décarboner l'économie, il faut recarboner l'économie. C'est fou, c'est le contraire. Il faut remplacer le pétrole et les métaux, donc le lithium, tout ça, là, par du carbone photosynthétique. 82% de la biomasse sur Terre, c'est des plantes. C'est notre seule ressource massive et renouvelable. Et donc ça veut dire remplacer le pétrole et les métaux par des molécules biosourcées, biodégradables, compostables. Donc, et là, alors, on n'a pas tout, hein, mais il y a plein de solutions quand même. Hein. On sait faire des peintures à base d'algues, on sait faire des isolants à base de champignons, on sait faire des batteries à base de bois. On sait faire par exemple, dans le milieu de l'électronique, on ne sait pas encore faire, mais on commence à avoir des pistes pour savoir faire l'équivalent de terres rares hein, qui ont des propriétés phononiques, donc qui absorbent des ondes acoustiques à très haute fréquence, avec de la pelure d'oignon. Il faut se rendre compte à quel point on peut avancer très très vite une fois qu'on a compris qu'il fallait recarboner l'économie, qu'il faut remplacer tous les métaux et tout le pétrole par des molécules biosourcées, biodégradables, compostables. Alors ça, c'est un vrai projet de recherche. C'est pas prêt, hein. Mais il faut le faire maintenant. Il faut commencer maintenant. Ça, c'est ça hein, qui va nous rendre terrestres. Il faut que l'économie circulaire soit une bioéconomie circulaire. Sinon, c'est pas circulaire. Hein. Et donc, c'est ça basé sur du carbone, forcément. Bon, allez, il faut que j'avance. Le dernier point, c'est sur la posture. La posture du décideur change aussi. Hein, donc, dans le monde de la performance, hein, le monde du contrôle, c'est le monde du pouvoir. Hein, donc, en fait, le décideur, c'est un meneur hein, qui dit je veux et je sais comment faire. On les entend bien hein, en ce moment dans tous les champs. Vous avez vu Trump à l'ONU. Hein, c'était vraiment du je sais, enfin, je veux et je sais comment faire. Là, c'était flamboyant. Bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave hein, quand il y a plein de ressources et que le monde est stable. Parce que le filet de sécurité, c'est l'abondance de ressources. Si le dictateur éclairé se plante, parce qu'il finit toujours par se planter, c'est pas grave, parce qu'il y a plein de ressources ailleurs. Quand on est dans un monde fluctuant, en pénurie chronique de ressources, alors là, il faut vraiment plus du tout suivre le dictateur éclairé, on change de posture, donc le dirigeant, le décideur, ce n'est plus un meneur, c'est un facilitateur, une facilitatrice qui dit « j'ai envie et je ne sais pas comment faire ». Donc vous voyez à quel point, de nouveau, hein, c'est un changement culturel. La posture du décideur, c'est quelqu'un qui n'exclut pas. Quand on dit « je veux », on exclut tout le monde. Quand on dit « j'ai envie », on inclut tout le monde. Et quand on dit « je ne sais pas comment faire », on crée un espace pour la coopération. Si on dit « je sais comment faire », en fait, vous savez, une coopération, c'est très facile de savoir si vous êtes dans un milieu qui coopère. Il faut que vous soyez capable de dire « j'ai besoin d'aide ».
Si vous n'êtes pas capable de dire « j'ai besoin d'aide », ça veut dire que vous êtes dans un milieu compétitif, toxique, performant. Voilà, ça, c'est le milieu de la coopération. Et donc, ça se développe aussi beaucoup. Alors, je termine pour vous dire qu'il y a plein d'organisations, d'associations, d'entreprises qui commencent à embarquer la robustesse dans leur vision stratégique, des territoires aussi, toute la Belgique francophone. Et puis, en fait, peut-être un conseil pour vous, ce serait en fait de créer votre communauté apprenante sur la robustesse. Parce que ce n'est pas un expert qui va vous dire quoi faire, évidemment. Ça, c'est trop descendant, c'est du top-down, c'est du clé en main performant, donc on ne s'approprie pas. La façon la plus pertinente pour faire de la robustesse, c'est plutôt que ce soit émergent. Donc, en fait, alors c'est dans tous les groupes, ça peut être dans vos associations, dans votre école, dans votre université, dans vos futures entreprises, dans votre famille, c'est très transversal. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut faire un projet et qui veut le rendre plus robuste, plutôt qu'il le fasse tout seul dans son coin, vous vous rassemblez et vous en parlez. Là, vous allez travailler la notion, vous allez voir les angles morts, les points faibles, et là, vous allez vraiment créer une cellule de crise 2.0. C'est-à-dire que ce n'est pas une cellule de crise, parce que la cellule de crise, c'est quand même un peu triste, c'est un peu flippant. Là, c'est une cellule joyeuse, où en fait, on travaille la coopération et on travaille la robustesse. Et de nouveau, c'est la pulsion de vie. Ouais, ça c'est beaucoup plus, ça donne envie, quoi. Littéralement. Voilà. Donc ici là j'ai mis la robustesse.org. Ça c'est Gatien Bataille et Laurent Marceau qui ont créé une plateforme avec des tas d'outils disponibles. Donc il y a des posters, des écrits, des cahiers, des incontournables. Il y a une fresque de la robustesse. Il y a des stress tests. Allez-y, quoi. C'est tout en Creative Commons, c'est tout en accès libre, justement pour que ça se propage, quoi, sans frontières, quoi. Bon, puis Michel a cité les bouquins, donc voilà, il y a quelques livres aussi, si vous voulez. Une autre façon de creuser les choses, c'est d'aller voir les bouquins. Donc peut-être le petit tract, qui est peut-être le plus pertinent. 60 pages, un texte d'intervention. Alors pour un scientifique, c'est compliqué parce qu'il n'y a aucune référence, c'est vraiment juste des punchlines. Mais bon, ça, en tout cas, j'espère aider à faire changer la culture. Et puis bon, après, il y a les bouquins d'Odie Jacob qui sont plus denses, avec les références, si vous voulez creuser plus en profondeur. Et il y a des ressources avec Sator, un cours sur la robustesse, c'est 20 fois une demi-heure. Et puis les ressources sur l'Institut Michel Serres. Je vais m'arrêter là, et comme ça on a un peu de temps pour les questions. Merci beaucoup. Alors je vais passer dans le public pour les questions avec un micro. Donc attends, Olivier, je vais te donner ce micro que tu utilisais. Merci. Tiens. On peut t'offrir un carnet extrêmement robuste aussi, du trophée Ex Machina. Merci beaucoup. Prendre des notes. Yes. J'avais noté aussi dans les différentes interventions que tu as faites, tu parlais de la fin du néolithique, parce qu'on dépendait de la pierre, le lithos, donc néolithique. Ouais. Et aujourd'hui, tu donnais un autre nom à la phase dans laquelle on est et qui dépend du biosource. Oui, alors moi j'appelle ça le néophytique. Alors le néolithique, c'est la pierre polie. Et en fait, ça dit tout, parce que quand, à la limite, dépendre des pierres, on dépend des pierres. Mais la pierre polie, ça veut dire qu'on a optimisé. Vous voyez, on est déjà dans le monde de la performance. Et donc moi, je pensais donner un nouveau nom, c'est le néophytique, parce qu'on ne va plus dépendre de la pierre, beaucoup moins de la pierre, beaucoup moins des métaux, beaucoup moins du pétrole. On va dépendre vraiment des plantes. Phyto, c'est la plante. Donc la bioéconomie circulaire, c'est le néophytique, donc beaucoup plus circulaire, qui est moins extractiviste. En fait, on bascule des biens aux liens, on bascule de l'abondance matérielle à l'abondance des interactions, au monde de la compétition pour aller vers le monde de la coopération. C'est vraiment un monde plus joyeux. Et donc, le monde de la plante, c'est l'arborescence. Voilà, c'est quand même, ça le dit, quoi, même graphiquement, quoi. J'ai le micro pour vous donner la voix. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Des questions ou des observations? Alors Sylvie et puis ensuite Laure. Merci infiniment Olivier, ça fait un bien fou d'entendre ça. Et voilà, je crois qu'il faut effectivement qu'on prépare nos étudiants à devenir robustes. Et c'est pas une question, c'est une remarque. Moi, je suis très contente qu'il y ait beaucoup de jeunes ici. Beaucoup de jeunes ados sont complètement déprimés, effectivement, parce que on les a avec les réseaux sociaux, tout cet univers fou. Il faudrait du temps pour le définir, mais je pense qu'ils sont très seuls. Et il y a peu de sources d'espoir. Or, là, aller vers la coopération à nouveau, vers des choses joyeuses, inventives,
c'est vraiment une source d'espoir énorme, énorme, énorme. Et moi, bien sûr, pour nous, c'est une obligation. Enfin, pour nos sociétés, si on veut survivre à ces fluctuations qui sont plus que des fluctuations, ça va être des chocs systémiques énormes. Bien sûr, c'est important pour nous, mais moi, je pense surtout à ces jeunes pour qui il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Là. Il faut aussi et tant mieux s'il y a une fluctuation, si ça permet de sortir de ce marasme. Enfin, moi, je vois beaucoup de jeunes autour de moi qui vont très mal et ça me fait plaisir qu'il y ait cette énergie-là. Enfin, vraiment, et merci de le mettre en avant. J'espère qu'on va en entendre de plus en plus parler, qu'il va se passer des choses et que ça va avancer dans ce sens. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vais rebondir avec un mot de Bruno Latour qui disait « Ne gâchez pas les crises ». En fait, quand on est en crise, c'est qu'on est enfin sorti du pétrin. Le pétrin, c'est la boucle que je vous montrais, là, le piège systémique de la performance. Ça, c'est le pétrin. C'est le hamster qui tourne dans sa roue, qui ne trouve qu'une solution, c'est d'augmenter la performance et ça prépare la crise suivante. Donc ça, c'est le pétrin. Quand on est en crise, ça veut dire que le système casse, le système ancien casse, et on déraille. Le moment de la crise, c'est le moment joyeux où enfin on est sorti du pétrin et on va trouver un autre chemin. Mais ça, c'est plus joyeux si on a fait de la robustesse avant, parce qu'on a plein de projets, on a plein de cordes à son arc, et donc on a plein de projets à proposer, quoi. Et donc c'est le moment, c'est l'opportunité, quoi. Merci beaucoup. Je vous avais entendu sur Internet, interviewé dans Thinkerview. J'avais été vraiment marquée par tout ce que vous nous aviez appris à ce moment-là. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous demander, c'est ici, on est dans une université, on travaille avec d'autres universités, par exemple dans le cadre du trophée Ex Machina. Quel est votre regard justement avec ce prisme de la robustesse sur les universités et quel est votre regard déjà et si vous aviez des préconisations, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, une préconisation, c'est déjà peut-être de changer le nom d'université vers diversité. C'est un peu un jeu de mots, mais voilà, c'est ça qui fait la richesse d'une université, finalement, c'est sa diversité. Enfin, d'ailleurs, le slogan de l'Union européenne, c'est pas mal, hein, unis dans la diversité. Ça pourrait être ça, l'université, finalement. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que le risque pour l'université, c'est de tomber dans le piège de la performance. C'est comme pour l'éducation nationale, hein, quand on a un gouvernement qui dit qu'il faut se recentrer sur les maths et le français, alors on va faire fuir encore plus d'élèves. Ça, c'est de la performance, hein, c'est de l'optimisation. Et ça va faire beaucoup de casse sociale. Donc, de casse dans tous les sens du terme. Donc, en fait, l'université va devoir passer de l'interdisciplinarité à la transdisciplinarité. En fait, le débat science-société, c'est pas juste des chercheurs, des universitaires, des enseignants-chercheurs qui viennent dans les débats pour parler de leurs projets. C'est des universités, des équipes qui identifient des questions avec les citoyens. Donc c'est tout à fait à la source, identifier les questions de recherche avec les citoyens. L'exemple typique, c'est l'architecture participative. L'architecture performante, hein, c'est je demande à un architecte de me faire une maison, et voilà, il faut suivre les règles, le règlement, etc. En général, c'est pas très créatif parce que le règlement est tellement infini qu'en fait, on peut plus faire grand-chose, quoi, hein. Si on suit les règlements, on fait une maison Bouygues, hein, grosso modo. Donc, si on veut faire un peu autre chose, ben là, on va dialoguer plutôt avec les habitants et on va identifier quel type de bâtiment on veut faire, à quoi ça va ressembler. Ben ça, c'est de la participation. Ben, c'est pareil pour la recherche, c'est pareil pour l'université. Ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus hétérogène, ça demande des nouvelles méthodes. Ça veut dire que les données qu'on reçoit sont beaucoup plus hétérogènes, il y a beaucoup plus d'aléas, enfin, il y a tous les trucs, hein, c'est très incohérent, etc. Mais par contre, c'est des millions de données, évidemment, parce que là, c'est beaucoup plus riche, on élargit à toute la société. Et ça réconcilie science et société. Tant qu'on reste dans une posture descendante, à l'université, je ne dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais c'est quand même, voilà, c'est un peu, l'université, c'est le sachant, hein, grosso modo. Ça ne marchera pas, surtout aujourd'hui. Enfin, je n'ai pas besoin de faire un dessin, hein, quand on voit qu'aux États-Unis, on enlève le mot femme des projets de recherche, des demandes de financement. Enfin, faut quand même se rendre compte, hein. Donc, on est quand même dans un moment assez de régression assez fort. Donc là, comment on lutte contre ça? Alors, c'est pas en allant contre Trump, hein, ça sert à rien, parce qu'on va juste le conforter dans ses croyances. C'est en faisant des alliances latérales.
il faut que l'université s'allie avec les éboueurs, avec les chefs d'entreprise, avec voilà, le boulanger du coin. Enfin, c'est ça, l'université du futur, c'est une université transdisciplinaire. Alors ça ne veut pas dire qu'on va faire que de la science et société, il y aura toujours de la recherche fondamentale, etc. Mais elle sera nourrie par ses relations à la société. Et ça, c'est un vrai changement. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est des changements de carrière complets, c'est des changements de sujet de recherche. C'est plus une université où on fait par discipline, maths, physique, sociologie, je sais pas. Non, c'est une université où c'est divisé par questions. Donc c'est comme dans le monde anglo-saxon, hein, les transition studies, les gender studies. En fait, c'est des questions. Et des questions où tout le monde émarge, le droit, la sociologie, les maths, la géologie. Voilà. En fait, c'est la question qui fait les pôles de l'université. Ce ne sont plus les disciplines. Et donc, c'est assez incroyable hein, comme changement. Mais voilà, moi, je le verrais comme ça, l'université du futur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention et désolé pour le petit retard. J'aimerais vous proposer un petit scénario prospectif très rapide. Hein. Donc vous nous avez décrit, à partir d'une démonstration scientifique, un futur, j'ai envie de dire dominé ou en tout cas rythmé par une économie du bien commun. Moi j'aimerais savoir, au moment où ce basculement se ferait, si ce basculement se fait, comment réagiraient selon vous les entreprises dont l'ADN, enfin, comme la plupart des grosses entreprises en tout cas, dont l'ADN est capitalisme, en tout cas la performance. Voilà, c'est mon premier point. Et deuxième question, très rapide. Alors vous avez opposé cellules de crise à cellules joyeuses pour avoir animé beaucoup de cellules de crise. Je pense que la cellule de crise, c'est quand même un élément de robustesse, mais j'ai compris ce que vous voulez dire. Hein. Mais je pense que pour moi, c'est un élément de robustesse, c'est de se dire, ok, on sait que dans tous les cas, des turbulences peuvent survenir. Il faut qu'on sache se réunir en cellule de crise avec plusieurs personnes interdisciplinaires, etc. Voilà. Merci, oui, c'est vrai qu'en fait, c'est surtout le mot, hein, cellule de crise, qui peut faire peur, alors qu'en fait, on se sent vivant dans la crise. Justement, parce que c'est quand ça fluctue hein, qu'on se sent vivant. Quand on est dans l'eau tiède, on est mort, hein, on ne sent rien en fait. Donc c'est aussi ça la joie des fluctuations, c'est qu'on se sent vivant. Alors, alors en effet, donc les ultra performants, hein, les entreprises, mais ça peut être aussi les dirigeants qui sont encore coincés dans le culte de la performance. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Pour moi, il y a un peu deux voies. Alors, je ne vois pas tout binariser, mais on voit un peu les deux grands champs. Il y a tout un gradient, évidemment, entre les deux. Hein. Mais il y a ceux qui s'enferment dans le culte de la performance. Donc, c'est ceux qui veulent faire des bunkers, ceux qui veulent déménager sur Mars, ceux qui veulent faire des mines sur des astéroïdes. Vous voyez, c'est un peu du l'Elon Musk littéral, hein, mais il y en a d'autres. Hein. C'est Peter Thiel, tout ça. Donc, eux, en fait, leur projet, c'est vraiment que des projets de mort. Donc, aller sur une planète morte, faire des tombeaux, construire une ville dans le désert saoudien, c'est que des projets de mort. Donc en fait, ils ont formalisé, et maintenant c'est vraiment une évidence, qu'ils veulent mourir. Et le paradoxe, c'est que ce sont les premiers à vouloir se cryogéniser pour vivre plus longtemps. Mais en fait, se congeler, c'est mourir en fait. Donc c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, Sam Altman, pour lui, son futur, c'est que sa pensée rentre dans une machine. Enfin, il l'a dit, hein, c'est vraiment des gens qui sont malades, et pathologiquement. Hein, c'est des gens délirants. Mais c'est des gens qui sont animés par la pulsion de mort, qui ne voient que la mort, et parce qu'ils sont sur les rails de la performance. Donc ceux-là, ils vont faire beaucoup de dégâts, ils en font déjà beaucoup, et ils sont, j'ai presque envie de dire, irrécupérables. Je ne pense pas que ça vaille le coup de passer du temps, de l'énergie pour essayer de les convaincre, parce que là, on est trop loin. On est en train de parler à des chatbots, quoi. Qui veut convaincre un chatbot, quoi, hein, voilà. Donc c'est ça. Par contre, alors, il y a aussi des très grosses entreprises et des très grands dirigeants qui ont vécu un burn-out, qui ont vécu une grosse fluctuation, donc en fait qui ont été un peu comme les étourneaux à la périphérie, et par hasard, la fluctuation est arrivée proche du centre. Mais c'est très rare, hein, parce qu'en général, ils ont un énorme matelas financier, ils ont beaucoup de protection, donc ils ne voient pas le monde fluctuant. Mais parfois, ça arrive. Et là, il se passe des choses. Je peux vous parler, par exemple, Alexandre Fayol, c'est Advance. Hein. Alexandre Fayol, il a appris qu'il avait un cancer incurable il y a 15 ans, quelque chose comme ça. Là, maintenant, il est sur tous les plateaux à parler de vulnérabilité. Il a tout compris.
au monde fluctuant. En fait, c'est une révélation. Une fois mais ce qui est malheureux, c'est qu'il ne faudrait quand même pas attendre d'avoir des nouvelles comme ça, ou de vivre un burn-out, ou d'avoir une grosse fluctuation pour le faire. Mais par contre, moi, je suis assez confiant sur le fait qu'il y aura de plus en plus de grands groupes et de dirigeants qui vont faire un mea culpa et qui vont dire on a fait n'importe quoi pendant des décennies. Là, vous allez me trouver très optimiste, mais je non, mais je suis pas complètement naïf. C'est vrai qu'il y en a qui vont rester voilà, incurables et qui vont vraiment aller jusqu'à Mars. Hein. À vrai dire, plus tôt ils partiront, mieux ça vaudra, à vrai dire. Ou dans leur bunker. Voilà, mais vraiment, il faut que. Mais par contre, je crois vraiment qu'il va y avoir. Les fluctuations vont nous surprendre, et ça va vraiment nous surprendre à quel point on est capable de changer. Hein. Juste pour donner un exemple, hein, c'est qu'on vit. Hein, quand vous êtes, alors moi je prends souvent le TGV, en étant basé à Lyon, je fais pas mal de trajets en TGV. Quand tout va bien, tout le monde est dans son siège, en train de regarder son ordinateur, donc on est en silo, performant, voilà, donc tout va bien, mais sauf qu'on est tous en train de faire de la performance. Moi le premier. Hein, voilà. Et puis si le train s'arrête en plein milieu, vers le Creusot, là, voilà, bon, on sait pas trop bien, il n'y a pas trop de nouvelles de la SNCF. Bah, si ça dure, les gens se décrochent de leur écran et commencent à parler avec leurs voisins. Donc en fait, on l'a en nous, hein, cette coopération. Hein. Faut pas aller chercher bien loin. Hein. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis assez optimiste quand même, parce que c'est dans notre nature profonde. Hein, quand même. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation. J'avais une question qui est plutôt liée à la formation. Je ne suis pas vice-présidente de formation pour rien. Nos collègues sont sur des modèles où on reste avec 400 heures face étudiants et en fait on s'aperçoit qu'on est dans le culte de la performance. On veut absolument leur donner l'ensemble des bases qui nous semblent indispensables à leur réussite. Et c'est très compliqué d'arriver à leur faire comprendre que, en fait, non, on doit donner des bases pour continuer à évoluer. Et que ça ne sert à rien de leur apprendre sur 400, 500 heures tout ce qu'ils doivent savoir, puisque de toute façon, ça change déjà. Et voilà, je voulais savoir quel était... Oui, alors tout à fait. Merci de ce que c'est aussi ce que j'aurais dû dire pour l'Université du futur. L'Université du futur aura beaucoup plus de classes inversées. En fait, dans le monde de la... Je vais caricaturer, hein, binariser encore une fois, hein, les deux pôles. Quoi. Le monde de l'ultra-performance dans la formation, c'est des profs qui apportent des réponses de façon exhaustive et donc qui stérilisent le débat, parce que tout le temps est occupé par le côté descendant. Donc les élèves, les étudiants ne peuvent pas discuter entre eux. Et en plus, qu'est-ce qu'on célèbre à la fin de l'année? Qu'est-ce qu'on évalue à la fin de l'année? Eh ben, ce qu'on célèbre, c'est le premier de la classe, qui a écrasé les autres. Donc ce qu'on célèbre, c'est un moment de compétition et de violence. Alors, dans les formations, les universités, les écoles du futur, les professeurs sont toujours là, mais ils ne viennent plus avec des réponses, ils viennent surtout avec des questions, éventuellement co-construites avec les citoyens. Donc ils posent des questions, et ce sont les élèves, les étudiants, qui vont chercher les réponses collégialement, en coopération. Et donc là, ils apprennent à faire de la coopération, ce qui est très compliqué. Il faut parler avec des gens qui ont différentes traditions, différentes cultures, se frotter aux incohérences des uns et des autres, pratiquer les désaccords féconds de Patrick Vivray. Donc tout ça, c'est de la pratique. Hein. C'est très compliqué de faire de la coopération. La compétition, c'est très simple. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est le plus violent qui gagne. Hein. Donc c'est très simple de faire de la compétition. La coopération, c'est très compliqué. Et donc ça se pratique. Et donc, c'est des écoles joyeuses où, par contre, il y a des trous dans la raquette. Ça prend beaucoup plus de temps. Mais par contre, on a appris à coopérer, on a appris à s'engager, on a appris à parler à des personnes différentes. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on évalue dans ces écoles-là? Eh bien, ce qu'on évalue, c'est l'élève, l'étudiant qui va sur l'estrade et qui apprend ce qu'il a découvert dans un projet aux autres étudiants. Et donc, ce qu'on célèbre, c'est un moment de coopération. C'est quand même, là aussi, nettement plus joyeux. Quoi. Et donc, alors, je ne dis pas qu'on va faire que ça, hein, il y aura toujours un peu de descendants, mais là, c'est un vrai travail culturel à faire sur le corps enseignant pour dire qu'il ne s'agit plus d'enseigner. Il faut apprendre à apprendre. C'est une autre compétence. C'est vraiment autre chose. Quoi. Alors évidemment que voilà, on dialogue, etc. Mais c'est vraiment, et à mon avis, c'est là où il y a le blocage le plus grand. Hein. Enfin, je le vois bien à Normal Sup à Lyon. Hein. Les agendas sont blindés. Quoi. Il n'y a plus d'espace pour les élèves. Quoi. Ils ont plus d'espace. Donc comment ils vont faire pour apprendre à coopérer? Comment ils vont avoir des discussions de couloir s'il n'y a plus de couloir pour discuter? Quoi. C'est parce que forcément tout le monde est en flux tendu. Quoi. Ouais, donc, ça serait en tout cas une piste. Bonjour et merci beaucoup pour votre conférence. Je trouve que c'est très pertinent dans le cadre de notre master de voir ce point de vue. Au vu de tout ce que vous avez dit, pour être honnête en tant qu'étudiante, ça me paraît assez loin
ce principe de robustesse. Vous avez dit des choses très pertinentes, mais je ne le sens pas en fait concrètement dans notre vie actuelle. Et je me demandais si on ne devrait pas plutôt provoquer limite une crise pour arriver à ce point de rupture plus rapidement et nous forcer en fait à coopérer de manière plus efficace. Merci. Alors, il y a parfois les accélérationnistes qui disent ça. Alors, le stress test est là pour ça. Le stress test, en fait, en fait, on vit une crise, mais virtuelle, c'est-à-dire qui ne fait pas trop de dégâts, mais qui permet de rentrer dedans. Mais je suis d'accord, je suis partiellement d'accord, c'est que si le stress test ne suffit pas, il vaut mieux vivre des petites crises réelles et où là, on commence à se rendre compte que ça ne marche plus du tout. Parce que chaque fois, en fait, si on attend la grande crise, là, ça va être très compliqué. Là, c'est vraiment une rupture systémique majeure. Et si on n'a pas travaillé notre robustesse avant, ça sera très compliqué de rebondir. Donc c'est ce que je dis souvent aux entreprises. Je leur dis, parce que j'en vois de plus en plus des entreprises que depuis le Covid, qui a été quelque part un stress test qui est devenu un vrai stress test réel. Là, les entreprises ont bien mieux compris le monde fluctuant depuis 2020. Avant, c'était un peu du virtuel, à vrai dire. Même s'il y avait eu la crise financière de 2008, etc. Mais malgré tout ça, on restait encore dans l'idéologie du monde stable. Le Covid a beaucoup aidé. Et c'est ce que je leur dis maintenant. Si vous êtes à 15 jours de la cessation de paiement, c'est trop tard pour basculer de la performance à la robustesse. C'est trop tard. Il faut avoir fait de la robustesse avant. Il faut penser en antiphase. Quand tout va bien, on investit dans la robustesse. Quand c'est la crise, c'est là qu'on s'autorise la performance pour une durée déterminée. Mais en effet, qu'est-ce que c'est? Par exemple, je vais vous donner un exemple. La crise, ça peut être la lutte sociale. Alors, en France, par exemple, on a des cheminots qui ont toujours été assez actifs sur la lutte sociale. Il y a eu pas mal de grèves. Bon, le résultat, c'est qu'on a un système ferré qui est extrêmement robuste. Enfin, en tout cas, on va dire, le réseau TGV, il est très robuste. Les TER, bon, ça faut voir. Mais en tout cas, on a un réseau de trains qui est vraiment un des meilleurs du monde. Vous allez juste en Allemagne. En Allemagne, où il y a eu très peu de lutte sociale, où on a plutôt misé sur le train et l'avion, le réseau ferré allemand, c'est une catastrophe. C'est qu'il y a plein d'articles qui disent qu'il va falloir 50 ans pour remettre les trains sur les rails, si on veut. Donc en fait, c'est lutte sociale, donc ça peut être ça. La crise. Les gilets jaunes, c'est ça aussi. En fait, une fois on est dans un climat quasi pré-insurrectionnel actuellement. Ça ne vous a pas échappé. Les grèves, voilà, les bloquons tout. Alors d'ailleurs, bloquons tout. Faudrait plutôt appeler ça débloquons tout, parce que c'est ça qu'il faut faire. Là, c'est beaucoup plus joyeux aussi d'ailleurs. Mais donc, je suis d'accord dans le sens où plus tôt on générera des crises et mieux on déraillera. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. On pourrait rester plus longtemps, mais on sait que tu as des impératifs. Merci beaucoup à toutes les personnes aussi qui ont permis cette organisation. Je pense surtout à Léa Darmon, et puis à Henri et à toutes les équipes qui sont là. Et puis, on reste en contact, j'espère. Avec plaisir, avec plaisir. Et voilà. Bonne session et je vous laisse. Merci. Bonne route vers la robustesse.